Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de cette heure dédiée à l'actualité rugby. On va parler du 15 de France, du top 14, bien évidemment, de tous les rugby. Venez participer au cœur de la mêlée au 0826 300 300. On est avec toute l'équipe bien présente pour clôturer ce week-end qui bien se termine ce dimanche 23 mars. Salut Quentin Cabanis, comment ça va? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous en ce vendredi soir et ça va très bien. T'es vraiment ravi? Bah oui, pourquoi je serais pas ravi? Attends, un petit tube bébé Toulouse, ça donne envie forcément, donc je suis content d'être là. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est bien. Clément Combet, ravi d'être avec nous, bien évidemment. Toujours. Salut tout le monde. Toujours. Ça va? Nickel. J'ai chaud et je suis chaud. Eh ben c'est parfait. Quentin Fredon, bonsoir. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Comment ça va? Ah mais tout va bien, j'ai plus qu'hâte de voir le match de ce soir et voir ce qui va se passer. C'est vrai que ce soir ça va être un match intéressant, très intéressant entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain avec des airs de doublon tout de même. Nicolas Delage, bonsoir. Salut messieurs, salut, effectivement, des airs de doublon, gros match, mais doublon pourquoi? Parce que c'est un peu l'équipe bis du Stade Toulousain. On aurait pu penser qu'avec la fin du tournoi, tous les internationaux pourraient être titulaires. Eh bien que nenni, il privilégie la gestion, Hugo Mola, des semaines à venir, avec la Champions Cup notamment. Il y a un tunnel de 5 matchs pour les deux équipes d'ailleurs. Alors il y a des vacances à prendre et Toulouse a choisi de tout de suite mettre les internationaux en vacances, alors que côté UBB, ils ont choisi de garder la dynamique, la bonne forme des internationaux, Louis Bielbiarré notamment, ou encore Max Lucu, et de mettre au frais que Yoram Moefana, et on peut le comprendre, c'est celui qui a été le plus utilisé par Fabien Galtier. Donc on a un choix qui sur le papier est déséquilibré parce qu'on a une équipe A contre une équipe bis, sauf que, et là on va rentrer dans les détails dans les minutes qui viennent, eh bien Toulouse bis, c'est pas mal du tout. C'est même peut-être mieux que 80% des équipes de top 14. Et on va écouter ce que disait cette semaine Laurent Thuiry, l'entraîneur de la défense. C'est vrai que c'est un choc ce Stade Toulousain UBB, mais c'est vrai que c'est une équipe du Stade Toulousain remaniée, comme tu le dis Nicolas. Et écoutons ce qu'a dit cette semaine en conférence de presse Laurent Thuiry. Forcément, ils sont venus gagner chez nous. On va essayer je n'aurais pas la prétention de dire de leur rendre l'appareil, mais forcément qu'on veut exister. Après, on sait que ça va être très compliqué. On sait qu'il y a le retour de très gros joueurs là-bas qui seront présents ce week-end. On a pu les voir pendant le tournoi. Sincèrement, ils ont été extraordinaires. Donc, ça va être très compliqué. Après, nous, sincèrement, on n'a pas de devoir de résultat. On a un devoir de comportement, d'état d'esprit, d'être connecté, de jouer, et voilà, de tenter notre chance à fond. Et après, on verra bien ce qui se passera. Pas de devoir de résultat, mais ça c'est pour la conférence de presse. Sur le terrain, il y aura forcément un grand match ce soir, coup d'envoi 21h avant match, un petit peu avant, coup d'envoi 21h05 et un avant match un petit peu avant, bien évidemment, avec toi Nicolas. N'hésite pas à intervenir quand tu veux sur les sujets 15 de France et top 14 bien évidemment. On va justement rappeler toutes les informations, Quentin Cabanis, pour attaquer parfaitement cette heure avec les résultats de cette 19e journée, le classement à jour et puis les petites dernières infos, puisque il y en a eu quelques-unes. Exactement, on va démarrer justement avec les résultats de cette 19e journée. Ça a démarré avec un match nul hier en début d'après-midi entre La Rochelle et Castres, 12 partout. Ensuite, Clermont à domicile s'est incliné face au Racing, 23-21. Succès du Loup face à Vannes, 36-21. La section paloise au bout du suspense l'a remporté grâce à un drop après la sirène. Score final 40-38 face au MHR. Le Stade Français a battu Bayonne 31-27 et hier soir Toulon s'est imposé face à l'USAP sur le score de 40-19. Avant le match de ce soir, Toulouse est leader devant le RCT. Ensuite on va retrouver l'UBB à la 3e place en cas de succès. L'UBB pourrait repasser second ou revenir à égalité à la tête du championnat avec un succès bonifié sur les Toulousains. Bayonne est 4e, le Loup Rugby 5e. Ensuite on va retrouver dans l'ordre Castres, Pau, La Rochelle, Clermont, Montpellier, Stade Français, Racing 92, Perpignan et Vannes. Ce week-end, il y avait également le tournoi Destination féminin qui débutait et ça a débuté par un succès pour les Françaises 27-15 en Irlande. Les Écossaises ont battu les Galloises 24-31 et cet après-midi, l'Angleterre a battu l'Italie 38-5. C'est le 30e succès consécutif pour les Anglaises en compétition. Et puis on a des nouvelles d'Antoine Dupont, Alexandre, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou face à l'Irlande lors du tournoi Destination. Antoine Dupont sera opéré demain, une intervention qui aura lieu à Toulouse. Le feuilleton Jaminet, Stade Toulousain sur le point de se terminer. En tout cas, la situation semble réglée pour la LNR suite à un communiqué de presse du Stade Toulousain qui dit au terme de la médiation entre la LNR et le Stade Toulousain, il a été mis fin aux différends relatifs au règlement salary cap concernant la situation du joueur Melvin Jaminet par
par le versement à la LNR d'une contribution d'un montant de 1,3 million d'euros par le stade toulousain. Et puis la situation des entraîneurs semble se clarifier au Stade français. Hans-Peter Wied, le propriétaire du club, a annoncé qu'il n'avait pas envie de laisser partir Paul Gustard, qui était annoncé sur les tablettes de Leicester, et Laurent Sampéré, dont le nom est sorti dans la presse comme un possible remplaçant, a annoncé qu'il se concentre à 100% sur l'équipe de France avec comme objectif la Coupe du Monde 2027. Alexandre. Merci beaucoup Quentin Cavanis pour ce tour d'horizon complet de l'actualité rugby. Tiens, tu évoquais le Stade Toulousain et c'est vrai qu'il y a maintenant un autre volet qui va s'ouvrir autour du Stade Toulousain avec notamment la question du montage financier qui va être étudié notamment par les autorités de la Fédération française de rugby et ça ce sera la suite de l'affaire, mais comme le dit c'est pas fini, comme le dit le journaliste de l'équipe Frédéric Bernès, ce n'est qu'un premier pan qui a été réglé, celui du litige avec la Ligue nationale de rugby et le salary cap, et donc cette contribution entre parenthèses amende de 1,3 million d'euros. Ça va pouvoir coûter cher à la fin peut-être cette histoire. Ça peut coûter effectivement très cher. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio, bien évidemment, pour parler de l'équipe de France. Mais avant ça, je voulais d'abord avoir ton avis, toi, Clément, sur ce Stade Toulousain et cette affaire. Est-ce qu'elle est, selon toi, potentiellement néfaste, outre mesure, outre le paiement, les comptes en banque? Est-ce qu'en termes de communication, en termes d'image, ça peut véritablement nuire au Stade Toulousain? Oui, bien sûr que ça peut leur nuire parce que ça reste important. C'est une première de cet ordre-là. L'affaire Cheslin Kolbe, elle était un peu passée au travers. C'est plus Toulon qui avait pris cher en termes d'image que le Stade Toulousain. J'ai la sensation avec un peu de recul. Là, c'est clairement le Stade Toulousain qui est en faute dans ce cadre-là. Donc à voir parce que je pense que ça va probablement traîner en longueur. Mais les conséquences peuvent être un peu plus importantes que les simples sanctions financières. Et on verra évidemment ce qu'il en résultera de la popularité du Stade Toulousain. On va parler du 15 de France. On vous le rappelle, si vous n'avez pas suivi, que l'équipe de France s'est imposée dans le tournoi Destination 2025. Pas de grand chelem, mais tout de même une victoire en année impaire. D'ailleurs, tout comme les U20. Et les filles, hier, se sont imposées en Irlande. Un peu plus difficilement, mais le travail a été fait exactement en Irlande du Nord. Mais face à l'Irlande réunifiée, c'était du côté de Belfast. On va parler du 15 de France masculin. Blessure, arbitrage, remous en interne. Le 15 de France a-t-il franchi un cap dans sa gestion des événements négatifs, avec évidemment en ligne de mire, sur la flèche du temps de Fabien Galtier, la Coupe du Monde 2027? On se pose la question avec vous au 0826 300 300 et on accueille William. Salut William. Ouais, salut à tous. Salut William. Merci d'être avec nous William. On accueille aussi Didier de Saint-Rusty, supporter toulousain. Salut Didier. Bonjour à tous aussi. Comment ça va Didier? Ça va, on attend le match ce soir, c'est tout. Bah oui, nous tous. On attend le match de ce soir évidemment, 21h05, on a un joli programme jusque-là et on va parler du 15 de France. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des événements négatifs pour le 15 de France. Il y a eu des blessures et des absences aussi nombreuses. Antoine Dupont, Emilien Gailluton, Emmanuel Meafou, Nolan Le Garec. Il y a eu des situations arbitrales frustrantes. Romain Ntamak et sa suspension, les non prises en compte des citations des Irlandais, Andrew Porter, Tag Burn notamment, puis j'en passe. L'histoire avec Jalibert. Oui, voilà, et les choix forts aussi de Fabien Galtier qui sont malgré tout pas de nature à tranquilliser le groupe France. Jalibert et Penaud écartés, un management un peu à la dure. La vraie question globale de toute façon de ce 15 de France, c'est quelles sont les pierres qu'il met pour aller chercher potentiellement un titre en 2027 en Australie. Mais est-ce que les événements négatifs auxquels on arrive à surpasser, peuvent construire quelque chose de fort pour cette équipe de France? C'est la première question que je vous pose. William, est-ce que la souffrance est nécessaire, selon toi, pour aller chercher un titre mondial?
Alors très clairement oui. Quand on regarde la typologie des équipes qui sont allées au bout de cette compétition majeure qui est la Coupe du Monde dans le rugby, c'est celle qui compte réellement. C'est des équipes qui ont été dans le dur. Souvenez-vous la France 99 qui en prend 60 en Nouvelle-Zélande à 2 à 3 semaines du début de la compétition. Les Anglais de 2003 qui n'étaient pas payés à un mois du début. On va pas parler même du contexte politique, social de l'Afrique du Sud en 95 et l'équipe de France est en train de se construire dans la victoire, c'est extrêmement positif. Moi, j'espère que l'Angleterre va être de plus en plus performante. J'espère que l'avenir compliqué qu'on prédit à l'Irlande n'arrivera pas, parce qu'il faut que la France ait de réelles oppositions, des grosses tournées d'été, des grosses tournées de novembre, quitte à gagner, quitte à être dans la difficulté, quitte à perdre des matchs, mais on aura besoin d'être dans le dur pour se préparer. Sur le jeu, on est prêt. En revanche, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on est capable de battre des équipes qui vont nous pratiquer un rugby un peu à l'ancienne, un peu sale, un peu fait de combat, sans forcément beaucoup de rythme, parce que pour l'instant, les 2 matchs importants que l'on a perdus, c'est face à une équipe d'Angleterre qui est en souffrance depuis 3 ans, qui a été capable de se resserrer et de se battre. Alors on imagine qu'on aurait pu marquer plus de points, peut-être. En tous les cas, on a perdu ce match face à une équipe qui a été capable de durcir le jeu, d'être réellement sur un mode 100% combat. Et l'Afrique du Sud, qui nous secoue physiquement en quart de finale et qui en nous dominant physiquement, petit à petit a réussi, parce que les décisions arbitrales, il n'y a pas eu de vol du tout selon moi en quart de finale, mais ont basculé du bon côté à des moments importants. Donc j'espère que le niveau va rester très haut toute l'année, qu'on sera éventuellement dans le dur à des moments importants, qu'on se voit pas trop beau au moment de la compétition, parce que je suis convaincu que c'est important d'avoir eu des matchs de très haut niveau, bien évidemment, mais surtout des matchs difficiles. La difficulté, les vents contraires, est-ce que c'est nécessaire de passer par là, selon toi, Didier de Saint-Rustier, supporter toulousain? Oui, moi je trouve que plus c'est difficile, mieux c'est. Et je crois que les joueurs se mettent au niveau après. Alors, le problème, c'est qu'on a les joueurs un peu fatigués maintenant. On le voit en top 14 avec ce combat qu'ils ont fait en équipe de France. Et je crois qu'il leur faut pas mal de repos. Et plus de concurrence, et plus on gagnera. Je crois que c'est le meilleur système de jeu que Galtier met. Et ça marchera. Je pense que ça marchera pour la Coupe du Monde. On sera au haut niveau. Il y a un proverbe qui dit il faut souffrir pour être belle. Est-ce qu'il faut souffrir pour gagner? C'est la question que je vous pose un peu ce soir. Richard Esco, bonsoir. Salut Richard. Bonsoir, Richard nous écoutait. Bonsoir à tous. Tu nous écoutais il y a quelques instants, journaliste à l'équipe, figure emblématique des pages rugby de l'équipe, et tu m'as envoyé un texto, tu m'as dit appelle-moi. Donc Richard, tu veux participer au débat, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, faut-il souffrir pour gagner ? Alors, je ne sais pas s'il faut souffrir pour gagner, mais le débat, moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que tout ce qui s'est passé, les éléments alors négatifs, les tensions, les pressions, les accidents peuvent nous aider, peuvent aider le 15 de France à préparer la Coupe du Monde en 2027. Alors, tu sais, Alexandre, j'avais réuni il y a quelques années de ça, Pierre Berbizier, Jo Mazot, Jean-Claude Scrella, Pierre Villefort, enfin, tous ceux qui avaient participé aux différentes Coupes du Monde. Et on était arrivé au constat suivant, c'est que jamais une Coupe du Monde passée ne prépare la Coupe du Monde suivante. À chaque fois qu'on a perdu, ça a toujours été à cause d'un accident de jeu, un carton rouge, une mauvaise gestion tactique, la blessure d'un leader. Et ce que je crains, Alexandre, ce n'est pas tant que cette première place dans le tournoi face à des adversaires de l'hémisphère nord nous mette en situation de l'emporter. Très bien, c'est parfait. On est aujourd'hui la meilleure équipe de l'hémisphère nord. Mais pour gagner une Coupe du Monde, c'est pas souffrir, c'est anticiper l'inéluctable et en tout cas l'inattendu. Et je suis pas persuadé aujourd'hui que Fabien Galtier sache ce qui va lui tomber sur la tête dans 2 ans. C'est intéressant que tu évoques. Voilà. C'est intéressant ce que tu évoques, Richard, parce que quand Antoine Dupont s'est blessé et a dû quitter la pelouse, les joueurs en Irlande disaient on est préparé à ça, on a des scénarios avec les absences d'un tel ou un tel et on sait comment réagir avec ça. Donc sur le terrain, on va dire qu'il y a des scénarios qui sont travaillés par le staff du 15 de France. Mais j'ai l'impression que ta réflexion va au-delà du terrain et va même sur le jeu au global de l'équipe de France. Et ça me fait penser, on a Grand Chelem en 2022 et le jeu change radicalement par l'arbitrage, par les adversaires au moment d'attaquer la Coupe du Monde 2023. Est-ce qu'on peut avoir un même scénario ? Et c'est ce qui
s'est passé en 2003, ou soi-disant en 2002, on avait un jeu révolutionnaire fait de joueurs par paquet de 4, etc., le fameux jeu par bloc, il a été totalement dépassé en 2003. On avait Frédéric Michalak, la pépite, la perle, il est passé complètement à côté de sa Coupe du Monde, le pauvre. S'il nous écoute, on le salue, mais c'est vrai que c'était compliqué pour lui. En 2007, on avait une première place du tournoi, ça nous a rien apporté, on a perdu le match d'ouverture, on s'y attendait pas. La compo d'équipe avait été faite en dépit du bon sens. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque fois qu'arrivent les Coupes du Monde, il y a quelque chose de neuf. Alors oui, changement dans les règles d'arbitrage. Là, sur la Coupe du Monde 2023, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé l'arbitrage sur les rucks, balle au sol, grattage. L'équipe de France avait fait du jeu de dépossession la clé de son peut-être probable succès. Il a fallu tout changer. Il fallait plus aller au sol. Et nous, on a malheureusement continué. C'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Donc oui, il faut se préparer à quelque chose d'inattendu. Mais pour ça, Alexandre, il faut avoir au sein du staff un vrai préparateur mental, un vrai préparateur de la performance. Les scénarios Dupont dont tu parlais, c'est excellent, mais c'est du passé. Il se passera pas ça du tout dans 2 ans. Dans 2 ans, peut-être qu'on perdra aucun joueur clé. Et que ça sera autre chose qui va nous tomber dessus. Rappelle-toi, en 2003, on avait emmené des chasubles pour lutter contre la chaleur. Et en demi-finale, il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau. Et Laporte comme Galtier, le fameux Galtier, aujourd'hui entraîneur, qui était capitaine à l'époque, n'a absolument pas trouvé la solution. Tout le monde était détruit dans le bus. Donc, c'est plus pour moi la dimension psychologique et mentale qui reste toujours à travailler, Alexandre. C'est très intéressant ce que tu dis. William, notre auditeur de Brive voulait réagir. Oui, William. Là, je peux que rejoindre Richard sur la partie préparation et anticipation. Là-dessus, c'est bien évidemment le travail du staff. Et cette bataille-là, elle a clairement été perdue en 2003 et en 2023 et encore en 2025 à Twickenham. En 2003, on perd face à des Anglais. Je sais pas comment on peut être surpris. Ils avaient la même équipe depuis 3 ans, avec un jeu à une passe où ils cassaient la gueule au mec et ils jouaient au pied et une grosse défense. On a réussi à être surpris là-dessus. En 2023, on s'est fait avoir et c'est vrai que Erasmus a clairement gagné le duel des sélectionneurs puisque on a eu 40 débats pendant la Coupe du Monde sur mais que nous prépare l'Afrique du Sud. Ils seront en 5-3, 6-2, 7-1. Qui va être l'ouvreur? Est-ce qu'ils vont faire du jeu? Est-ce qu'ils vont avoir un jeu de dépossession? Est-ce qu'ils vont casser la bouche à tout le monde sur un jeu restrictif? Ils ont été capables de prévoir toutes ces solutions. Et au final, on a été surpris par des Sud-Africains qui ont fait du jeu à la sud-africaine, qui nous ont pris sur du jeu à une passe, qui ont été très costauds au milieu de terrain, très costauds en conquête et très intelligents dans le dernier quart d'heure quand il a fallu arrêter de faire des fautes. Ça a été la même chose à Twickenham. On pensait que les Anglais allaient peut-être repartir sur du jeu. Non, rien du tout. Ils sont revenus à du jeu à l'anglaise avec un jeu restrictif, mais une notion de combat extrêmement forte. Le rugby, c'est un sport de combat, qu'il soit collectif, c'est un élément, mais le rugby, c'est de la boxe, c'est du MMA, c'est de la lutte. C'est celui qui avance qui gagne. C'est pas toujours le meilleur. Moi, je pense honnêtement que Fabien Galtier est le meilleur technicien sur le jeu, il n'y a pas photo. Je pense que sur les 15 joueurs titulaires en équipe de France, on n'est pas loin d'avoir les 15 meilleurs joueurs du monde. En revanche, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. C'est parfois bien évidemment celui qui est anticipé, celui qui s'adapte, mais surtout celui qui va avancer dans le combat. Et on a quand même besoin d'enfin gagner un match qui est basé à 100% sur le combat. 2023, on l'a perdu. 2025, on l'a perdu. Ouais. Et on a aussi perdu cette finale de la Coupe d'automne. Clément, avant de revenir vers Richard, Clément, je reprends les mots de Fabien Galtier à la mi-temps du match, face à l'Irlande. Il a fait un discours à la mi-temps et voici ces mots. On est dominant partout. D'abord, c'est ce que dit Grégory Aldrit. Greg Aldrit derrière dit, les seules fois où on se fait peur, c'est quand on sort de la stratégie et du cadre. Fabien Galtier embraye avec exactement les mêmes mots. Il faut avoir confiance en notre stratégie, dit à ce moment-là Fabien Galtier. On a l'impression que, au contraire d'être prêt à tout jouer, on veut forcer les joueurs. Je sais pas si c'est le mot forcer, mais en tout cas convaincre les joueurs de rester dans un cadre. Faut-il être hors cadre, Clément Combes ? Hors cadre, peut-être pas. Il faut laisser une ouverture, par contre, à mon sens. Moi, c'est ce qui m'interrogeait après la défaite en Angleterre, qui
Qu'on retient comme un des événements de ce tournoi malgré la victoire, parce que c'est celle qui empêche les grands chelems, c'est celle qui a fait lever tout un tas de doutes, qui a remis des choses en cause. Et je m'interrogeais sur est-ce que les joueurs sur le terrain, quand le plan A ne se passe pas bien, ont la possibilité de prendre des décisions eux-mêmes, de sortir du cadre, de se resserrer entre eux sans avoir l'oreille du staff à côté ou les paroles du staff, et de se dire maintenant on joue comme ça et le plan A ne se passe pas bien, voici ce qu'on peut faire, est-ce que vous êtes ok, et on y va. Moi c'est ce qui m'interroge pour la suite. Ça fait partie de tout ce que disaient Richard et William sur la notion d'anticipation, de prévoir les imprévus, et il faut que les joueurs individuellement soient préparés à ça plus que le cadre, je pense, parce que le cadre c'est bien, mais à un moment donné ce sont les joueurs sur le terrain qui font la décision. Mais Richard, là, quand même, il y a le mandat de Fabien Galtier, il est quand même jonché de pas mal d'événements négatifs. Les blessures, on le disait, l'arbitrage, les remous internes, sa communication qui se retourne souvent contre lui, plein de choses comme ça. Est-ce que tu as la sensation que la France prend des leçons de tout ça, le 15 de France, et progresse? Alors, non, Alexandre, parce que depuis la Coupe du Monde 1987, et on pourrait un jour raconter ça, peut-être qu'on le fera sur Sud Radio avec toi, quelques temps avant la Coupe du Monde 2027, mais si on reprend 40 ans en arrière, il y a toujours eu un grain de sable, voire même plusieurs, dans la belle machine du 15 de France, nonobstant la qualité des joueurs et la préparation physique qu'il y avait. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que c'est pas tant de prendre les leçons du passé que de se préparer à prendre une leçon à l'avenir pour laquelle on n'est pas justement calibré, et c'est là où il faut faire preuve d'intelligence. J'entendais notre auditeur tout à l'heure, je crois que c'est William, dire que j'étais tout à fait d'accord avec lui. Je rajouterais un petit élément, c'est la grande question que dont tout le monde débat, stratégie contre tactique. La stratégie, c'est très intéressant sur le long terme, sur un événement, sur une année, sur une saison, voilà comment on veut jouer. Mais la stratégie, de quoi est-elle faite? Sans parler de l'art de la guerre de Sun Tzu, mais c'est fait de petites tactiques qui s'additionnent dans les moments clés. Un exemple frappant qu'on a pu voir ce week-end samedi au Hameau, très belle stratégie montpelliéraine, jeu de la section paloise déficient par instant, sauf que au-delà du temps réglementaire, comme par hasard c'est un ouvreur anglais, Joe Simmons propose à son pack de se mettre en position pour le placer sous les poteaux pour le drop de la victoire. Moi, c'est ce qui m'a manqué en 2023. Je ne comprends pas. C'est quoi, c'est l'intelligence situationnelle? Non, c'est quand on a joué un peu au rugby, tu as joué, Alexandre, moi aussi un tout petit peu à maigre niveau, mais la charnière doit toujours faire preuve d'intelligence. C'est même plus de l'intelligence situationnelle, c'est comprendre le jeu et faire comment est-ce qu'on gagne un match. Et quand on est demi d'ouverture ou demi de mêlée, on sait que ça passe par un drop, surtout quand on est mené d'un point. C'est ce qu'a fait Pau, c'est ce qu'a fait l'Angleterre en 2003 et c'est ce qui nous a manqué en 2003. Moi, je crois que si l'équipe de France doit être championne du monde, c'est parce que son axe 8, 9, 10 fera preuve d'une intelligence tactique hors du commun. Est-ce que l'expérience peut nous guider vers cette intelligence tactique? Nicolas Delage, tu es avec nous à Bordeaux. Est-ce que tu penses voilà, Nicolas Delage, Richard Esco, vous connaissez. Est-ce que l'expérience, les matchs qui s'accumulent, ça peut justement mettre des points dans cette catégorie-là de l'intelligence situationnelle, de l'intelligence de jeu? Oui, évidemment, l'expérience, mais j'irais même au-delà de l'expérience, c'est aussi la notion, le caractère de leader qui peut faire la différence. On sait très bien qu'il y a des leaders qui naissent dès l'âge de 18 ans. Je me souviens d'un match de Bourgoin, j'ai lieu. Il avait 18 ans seulement, Morgan Parra, 18 ans, on était au Connacht, quart de finale du challenge européen. Et là, on a senti qu'il y avait un vrai chef, un vrai leader. Donc même sans expérience, parce que le gamin, il n'avait que 18 ans, on sentait que c'était un leader. Donc certains leaders, évidemment, le deviennent grâce à l'expérience, mais certains l'ont en eux. Et c'est vrai qu'on a des garçons en équipe de France actuellement, notamment dans le fameux axe 2-8-15. On a le 15, Thomas Ramos. Oui, c'est un leader né. C'est quelqu'un qui a Colomiers en Pro D2 est au-dessus des autres. Toulouse, quel que soit le poste à Toulouse ou avec l'équipe de France, il est au-dessus des autres. Donc je mettrais plutôt l'accent, en plus de l'expérience, sur la faculté à
rassembler des leaders et à les impliquer dans le projet collectif pour être champion du monde. Et des leaders, il y en a pas mal, il y en a de plus en plus dans ce 15 de France. C'est ça qui est intéressant. Et il y en a peut-être même plus que sur les précédentes Coupes du Monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a vraiment des joueurs qui sont capables de prendre des initiatives dans des moments difficiles pour justement gagner les matchs. Qui se révèle sur ce point, selon toi ? On peut avoir des leaders sur le dernier tournoi par exemple. On peut avoir en troisième ligne, notamment, on a des leaders, alors pas Greg Eldred, puisque lui on savait déjà que c'était quelque part un leader, un exemple sportif, mais sur le dernier tournoi, moi j'ai beaucoup aimé le petit Mickaël Guillard, parce que Guillard en fait, l'air de rien, pas titulaire, il arrive à s'imposer et quelque part il embarque tout le monde, et je pense que quand on le voit plaquer, replaquer dans tous les sens, c'est pareil. Un garçon comme Pierre-Louis Barassi, moi je n'ai pas de grande affinité pour lui au niveau offensif, mais il n'empêche que quand on joue à côté de lui, quand on voit comme il s'envoie à chaque fois, donc quand il rentre à le Stade Toulousain ou l'équipe de France, voilà, il a réussi à séduire Fabien Galtier. Il faut des leaders, il faut des garçons qui t'emmènent avec eux. Mais messieurs, moi j'ai une question. Est-ce que plus que l'expérience, c'est pas la connaissance qu'il faut ? C'est la connaissance de l'autre, de son partenaire. Pour moi, c'est ce qui me dérange, et c'est dans la question, est-ce que les Bleus ont passé un cap ? Pour moi, ils passeront un cap avec du temps, et mais là, ça suffit pas. Ce tournoi de destination, ça suffit pas, selon toi ? Non, il suffit pas à dire clairement oui, l'équipe de France a passé un cap, parce que moi, ce qui me manque, c'est pour moi, les Bleus, ils ont besoin d'une aventure avant la Coupe du Monde. Et l'aventure, c'est tout le débat. On a eu Jean-Marc Lermet à l'antenne vendredi, mais c'est cette interrogation autour des tournées d'été. Pour moi, les Bleus et ce groupe France en fait a besoin de vivre une aventure loin de France, ensemble, sur des choses qui ne reposent pas sur du rugby, pour ensuite, le jour J, en finale de Coupe du Monde ou sur des simples matchs de poule de Coupe du Monde qui seront un peu plus compliqués que prévu, savoir ce que l'autre ressent encore plus. Mais gérer les imprévus, c'est aussi plus facile quand on connaît encore mieux l'autre. Et il y a beaucoup de copains, il y a beaucoup de potes dans cette équipe de France, et notamment parmi les 4, parce qu'il y a beaucoup de Toulousains, il y a des Bordelais, il y a le groupe des Gersois aussi, mais ça passe par se connaître tous ensemble, et pour moi c'est ce qui manque pour l'instant. Didier, notre auditeur de Saint-Rustis, est-ce que tu regrettes la fin de ces tournées d'été qui soudaient des groupes ? Moi, la tournée d'été, je la ferai toujours avec le même groupe, disons le tournoi des nations plutôt. Je prendrai le même groupe, parce qu'on change chaque fois, et je prendrai les 25-26 joueurs là, qui ont fait le tournoi des nations, et je partirai avec ce groupe pour le tournoi d'automne. Oui, d'été plutôt. C'est vrai que... On change tout le temps de joueurs, on change tout le temps, et il faudrait garder ce même groupe jusqu'à la Coupe du Monde, quoi. C'est vrai que quand vous évoquez tout ça, c'est vrai que ça me fait bizarre, Richard, cette histoire de liste premium, de cette équipe développement sur les tournées d'été. On scinde un peu un effectif. Est-ce qu'on scinde pas une cohésion ? Mais là, je trouve que ce qu'a dit Nicolas est tout à fait juste, c'est remarquable, et je plus sois. Il faudrait... Alors, on est prisonnier finalement de ce qu'on a créé de positif. C'est-à-dire que là, on libère les joueurs pour le tournoi, pour ce qui s'appelle les tournées d'automne, enfin les 3 test-matchs, il n'y a pas de tournée, pour ces 3 test-matchs. Je trouve que ça nous oblige, c'est un carcan dans lequel il faut après libérer les joueurs pour qu'ils aient des vacances. Il y a la phase finale du top 14, on ne peut pas les mettre 11 mois sur 12 dans le rugby, et c'est vrai que l'idée intéressante serait peut-être de pas en convoquer autant, et pas autant de joueurs, et pas autant de temps pour le tournoi et les matchs de novembre, mais prioriser la tournée d'été, effectivement. Et je crois que cette idée de construction collective loin de France, parce que l'Australie c'est assez loin de France, et il faut préparer la Coupe du Monde par 2 tournées, ça serait peut-être mettre la Coupe du Monde au centre de la réflexion, et non pas le tournoi et les tournées d'automne. Donc je trouve que là on a touché à travers cette émission et nos échanges à un point essentiel, et c'est sûr que si l'équipe de France veut être championne du monde, ça se prépare par une tournée, ça se prépare par une aventure collective, et sans que ça se prépare par un calendrier, une mise à disposition refondue pour prioriser l'aventure plutôt que la performance au Stade de France et dans le tournoi. Je suis ravi d'avoir participé à ce débat,
Bravo à toi, Alexandre, bravo à vous tous, parce que ce débat nous éclaire et je sors plus enrichi que je ne suis entré dans le débat. Ça fait merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. Ça nous fait très plaisir. Et écoute, évidemment, comme tu le sais, hein, la porte est toujours ouverte. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous. C'est toujours un grand plaisir. Merci à Didier aussi Merci beaucoup. Merci à Didier de Sarre-6. Salut Didier, merci d'avoir été avec nous. Un petit pronostic pour ce soir, Didier, toi, supporter toulousain? Je pense qu'ils vont aller gagner à Bordeaux. Ah, d'accord. Écoute, on l'espère pour toi, pour que tu passes une belle soirée. Mais ça va pas être évident, évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi, Didier. Et puis on continue évidemment sur ce radio. Oui. Pardon. Tu m'entends? Juste, il y a possibilité d'avoir sur le débat, la fin de débat sur la tournée avec le même groupe premium, tournoi et tournée en Nouvelle-Zélande. Il y a une possibilité, mais il faudrait pour cela que ni l'UBB, ni Toulouse, ni Toulon, ni pas mal ne soient en finale du top 14. Exactement. Non, et c'est même pas ça. C'est même pas ça, parce qu'il y a aussi des joueurs premium qui ne peuvent pas y aller. Quoi qu'il arrive. Donc en plus, mais il peut y avoir une discussion. Il faudra qu'il y ait un accord entre 4 parties. C'est du cas par cas, a dit Jean-Marc Lermet, pour une participation à la tournée d'été. Ça veut dire qu'il y aura quand même pas beaucoup de joueurs qui pourront y aller pour l'instant, en tout cas. On continue de parler justement de la plus grande aventure. On parlait d'aventure rugby, la plus grande aventure de la saison. C'est celle qui revient chaque week-end, le top 14. On parlera des enseignements dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby. On vient d'évoquer le 15 de France et c'est l'idée de franchir un cap par la gestion des événements négatifs. Comment se préparer à l'inconnu, puisque l'inconnu et la capacité de réaction à l'inconnu nous amène généralement vers un titre mondial. Comment s'y préparer? Eh bien, faites-vous une idée. Et si vous voulez réécouter nos arguments, évidemment, eh bien, c'est en replay, comme vous le savez, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus d'1 million d'abonnés. On va parler du 15 de France. On va rappeler les résultats avec toi, Quentin, et notamment de Top 14, bien évidemment, avec un succès à l'extérieur, celui du Racing. Et oui, le seul pour l'instant succès à l'extérieur de cette journée. Le Racing qui s'est imposé à Clermont 23-21. Dans les autres match nul entre La Rochelle et Castres dans tous les sens du terme, 12 partout. Le Loup a battu Vannes 36-21. La section paloise s'est imposée face au MHR 40-38. Succès du Stade Français face à Bayonne 31-27. Et puis Toulon hier soir s'est imposé face à l'USAP 40-19. Alors on va se poser une question, vous savez, c'est traditionnel sur Sud Radio. Quel est selon vous le grand enseignement de cette 19e journée? Est-ce par exemple le Racing qui se relance, en tout cas mentalement, dans l'attitude à Clermont? Est-ce le Stade Français qui s'en sort face à Bayonne? Est-ce la section paloise qui, d'un drop pas miraculeux mais intelligent de Joe Simmons, peut s'inviter peut-être dans la course au top 6? Est-ce La Rochelle qui stagne, s'éloigne des phases finales et répète semaine après semaine que c'est la crise sans en mettre le pied dehors? Ou est-ce le RCT peut-être qui eh bien tranquillement c'est en train de se diriger vers une bataille pour le top 2, pour participer à ce duel qui pourrait devenir eh bien une bataille à 3 avec l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Quel est selon vous le grand enseignement de cette 19e journée? On t'a pas beaucoup entendu, je m'en excuse Quentin, c'est toi qui commence. Eh ben je vais te faire un peu de peine Alexandre, c'est La Rochelle qui m'inquiète de plus en plus. Non, il y a la réalité. La réalité est là. Cette équipe rochelaise qui m'inquiète de plus en plus de semaine en semaine. Là, on disait peut-être qu'avec le retour des cadres, ça irait mieux. Quand tu vois qu'Aldrit était de retour, Boudéan de retour, Antonio présent, que Gégou était également là, on s'imaginait un La Rochelle conquérant avec une énorme envie de battre ce Castres Olympique qui était sur 3 succès lors des 3 dernières oppositions face aux Rochelais. Donc on s'était dit il y a tout pour que La Rochelle relève la tête dans cette rencontre. L'envie particulière de sauver le club ou les espoirs de top 6, l'envie de se venger de ce Castres Olympique et le retour des cadres pour redonner du dynamisme et rien de tout ça n'a été là. On a vu des Rochelais pendant un quart d'heure et puis ensuite plus rien. Ils n'ont plus marqué de points depuis la 14e minute, les Rochelais, dans cette rencontre hier face à Castres, et ils auraient pu s'en tirer avec une défaite à domicile, une nouvelle, et on parle de crise déjà à La Rochelle et on a du mal à voir quelle est la solution pour en sortir. Et justement de ton œil aguerri mais à 450 km du studio Sud Radio, qu'est-ce qui t'a le plus inquiété hier? Est-ce que c'est justement, comme tu le disais, le fait de ne pas marquer de points durant 65 minutes?
Est-ce que par exemple c'est le fait que de voir des Rochelais presque se satisfaire ou en tout cas souffler après un match nul? Est-ce par exemple, comme nous le disait Dorian Malvezin, Vincent Merlin qui ne quitte pas son siège à la fin du match? Vincent Merlin, depuis quelques semaines, on le voit avoir des réactions qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Souvenez-vous, lors du carton rouge de Skelton, quand il descend à la mi-temps et qu'il va lui-même disputer les joueurs, c'était lors de l'avant-dernière journée finalement de top 14 maintenant. Là, on l'a vu limite prostré en tribune à la fin du match, quasiment apathique. On le sent un petit peu au bout du rouleau, quoi. Vincent Merlin, on a l'impression qu'il n'a pas de solution, qu'il comprend pas vraiment ce qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas de tous les Rochelais finalement. Et même à un moment, le public va commencer à peu à peu se désintéresser de cette équipe, parce que tu sens pas de rébellion, et c'est peut-être le plus triste. Et hier, ils s'en sortent bien. En plus, tu vois des actions des fois de joueurs qui sont censés être des cadres qui pètent des plombs pour rien. Donc ouais, non, c'est très inquiétant. Et on a du mal à voir les leaders de ressortir, alors que c'est une équipe qui avait des joueurs avec énormément de caractère prêts à porter cette équipe. Nicolas Delage, je t'ai entendu acquiescer sur le choix de Quentin. Pourquoi? Alors désolé, je me souviens pas. Là, j'étais concentré sur Malia. Le choix de Quentin en ce qui concerne La Rochelle. Et son enseignement, Oui. il estime que c'est l'enseignement le plus fort de cette 19e journée, le fait que La Rochelle en fait est toujours en crise et même creuse un petit peu. Alors j'ai un avis assez tranché, c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Dorian Malvezin, là il y a pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, qui était à La Rochelle pour commenter le match. Pour nous hier. Voilà, exactement. Et en fait, on est d'accord sur le fait que ça fait quasiment un an qu'il y a crise et qu'il y a un an de perdu sur la fin d'un cycle et sur quelque chose qui aurait dû être fait déjà de façon générale, peut-être sur le management, sur la gestion, peut-être sur le remplacement, sur l'évolution de tout, mais c'était clairement la fin du cycle. Et on a l'impression qu'on découvre maintenant, sauf que non, il y a juste une issue inéluctable et qui est d'une saison ratée et dont on pouvait sentir les prémices en fin de saison dernière. Voilà, c'est ce sur quoi on était d'accord. Après, évidemment, on aurait pu avoir une bonne surprise avec des résultats, mais il n'empêche, force est de constater que les résultats sont à la hauteur pour l'instant de ce qu'on voit sur le terrain. C'est vrai que c'est particulièrement inquiétant. Est-ce qu'il y a un enseignement que tu veux mettre en lumière, toi, William? J'étais parti sur La Rochelle, mais tout a été dit de manière extrêmement précise sur le fait que ce soit inquiétant et que ça produit rien. Simplement, en fait, l'effectif, je le trouve pas fou non plus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de doublure non plus. Donc c'est assez compliqué pour eux de réagir, des cadres qui sont au bout du rouleau et puis pas forcément ni de jeunes Rochelais, ni un recrutement très pertinent. Mais non, voilà, pour partir pour un autre sujet, l'USAP qui en prend 40 quand même à Toulon, dans un match où Toulon aurait pu en mettre encore plus. Heureusement que les conditions étaient un peu moyennes aussi, parce que sinon ils peuvent rentrer en terre catalane avec 60 points. Un peu inquiet parce que c'est un club où de manière égoïste, moi j'aimerais bien que ça marche, ce club. Il y a du public, on sait que ça sent vraiment le rugby quand ça joue là-bas. Il n'y a pas un match où tu t'ennuies parce que c'est des mecs qui ferraillent, c'est des mecs qui essaient de déplacer le ballon aussi. On sait qu'Azema, c'est un super technicien, c'est un mec qui sait gagner, quoi, qui a fait une carrière monstrueuse à l'ASM. Donc on aimerait les voir performer, mais je trouve que cette défaite elle est inquiétante. Très peu de rébellion, très peu de possession, l'indiscipline assez rapidement, à la faute après un ou deux temps de jeu. Donc inquiet parce que je pense que Vannes n'a pas lâché. Le Racing a gagné, et inquiet parce que l'USAP voulait pas rejouer un match de barrage, c'était vraiment ce qu'il souhaitait éviter, mais je me demande s'il ne peut pas se retrouver dans la situation d'être carrément dispensé de barrage parce que c'est la 14e place. Donc inquiet pour cette équipe qui a plus tout à fait les mêmes qualités l'année dernière. Les marqueurs d'essais qui sortaient, notamment Veradamou, quand il n'y a plus de 10 essais, mais il y a plus ça, il y a plus de déchets, ça joue un peu moins bien, donc inquiet parce que Vannes joue mieux, Perpignan joue moins bien. Et donc voilà, je les vois 13e ou peut-être même en plus grande difficulté. Je reviens sur ce que tu disais en préambule et au début de ton propos sur La Rochelle et sur l'effectif. C'est intéressant parce que je reprends les mots de Jens Sternis qui est dans son compte-rendu du match hier, dit pour le journal de l'équipe: samedi, l'engagement et l'attitude des joueurs sur le terrain n'ont pourtant pas fait défaut. Le public maritime constamment sous soutien l'a bien remarqué, mais les jaunes et noirs ont fait preuve de trop de carences déjà entrevues ces dernières semaines. En vrac, on peut citer un jeu au pied défaillant dans le second acte, un paquet d'avant ne parvenant pas
ne parvenant que très peu à mettre son équipe dans l'avancée, notamment sur ballon porté, ce qui est inquiétant pour une formation qui a été autant été dominatrice dans ce secteur. C'est vrai que ce qui fonctionne à La Rochelle ne fonctionne plus. C'est pour clore cet enseignement sur La Rochelle en crise. Nicolas, tu évoquais La Rochelle. Est-ce qu'il y a un autre enseignement que tu veux souligner dans cette 19e journée? Honnêtement, Inter ce soir, c'est l'enseignement, il va naître aussi de la capacité ou pas de l'UBB à savoir vraiment si elle a progressé. C'est-à-dire si elle est capable vraiment d'atteindre le top 2. Si elle perd ce soir, elle est derrière Toulon. On rappelle que sur l'avant-dernière journée du championnat, il y aura un déplacement à Toulon. Donc il y aura très peu de chances d'atteindre le top 2. Donc c'est vraiment un test de caractère et de progression ce soir. Voilà, je donne à l'avance un petit peu le sentiment marquant en ce qui concerne l'UBB et même la tête du championnat, le trio du championnat, parce que maintenant c'est clair que c'est un trio, les autres sont loin derrière pour prétendre au top 2. Il y a 2 victoires. Mais justement, comment Toulon s'est invité dans ce trio, Nicolas Delage? Alors il y a des leaders, on y revient, hein, on peut rapprocher ça du débat sur le 15 de France. Des garçons comme Baptiste Serin, il y a plein de garçons qui sont quand même décisifs là-bas. Et puis il y a évidemment un super management, Esteban Abadi notamment. Il y a un management humain qui est exceptionnel là-bas au niveau du coaching. C'est là aussi on peut faire un parallèle négatif avec La Rochelle, hein. Quand on regarde tout ce qui se passe aux côtés de Hugo Reus justement à La Rochelle, à Ronaldo Gara, la brouille qui dure des semaines, finalement il part en pleine saison. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas bon au niveau du management humain. À l'inverse, tout ce que fait là-bas le staff du RCT est excellent pour maintenir tout le monde à pression et surtout que tout le monde donne le meilleur, que ce soit physiquement et surtout tactiquement, stratégiquement. C'est une équipe hyper dure à manœuvrer et quand elle est en feu, elle est inarrêtable tout simplement, cette équipe du RCT. Donc je pense que c'est vraiment une équipe qui mériterait pour l'instant clairement d'être dans le top 2. Elle a une régularité, une puissance actuellement qui est hors norme, sauf si l'UBB ce soir gagne, met un carton à cette équipe toulousaine. Là il y aura vraiment un match à 3 et on attendra évidemment le Toulon UBB de l'avant-dernière journée comme une forme de finale, de quart de finale officieux, quoi. Et d'autant plus qu'il y a les conditions étaient dantesques, forte pluie, beaucoup de vent, et puis tu vois même pas la sensation que Toulon a dû mettre le feu pour s'imposer, parce que quand même quand on regarde ces Varois, ils sont allés chercher le bonus offensif en toute fin de match, hein, grâce à l'essai de Melvin Jaminet, mais en mettant pierre par pierre, en construisant ce succès avec pas mal de sérénité. On va écouter ce que disait au micro de Mathias Merlot Pierre Mignoni hier pour Sud Radio, et il évoque ce nouveau bonus offensif, le 6e consécutif en championnat à domicile. Les bonus c'est très important parce que ça te donne des victoires en plus, quoi, hein. 6 points, hein, donc c'est pas rien. Donc j'espère qu'on va continuer à ce rythme là et voilà, écoute, c'est plutôt positif. Après, il faut, voilà, je suis déjà sur l'autre match, sur le prochain match. Vous le savez, on est parti pour, au mieux des cas, 15 matchs d'affilée. Ça, c'est le mieux des cas pour nous. Donc, on va se battre, il faut qu'on monte en puissance. Et puis enfin, Clément Combe, on parlait des enseignements. Est-ce qu'il y en a un que tu veux mettre en lumière, toi, dans cette 19e journée du top 14 ? Clermont qui va pas bien. Clermont 5e défaite de suite. C'est 5e défaite de suite. La pire dynamique. Oui, la pire dynamique, la 2e à domicile avec celle face à Toulouse lors des doublons. Ça va pas parce qu'il y a des choix stratégiques en direct pendant le match qui ne sont pas les bons. Parce que le jeu de 3/4 ne convainc pas Clermont, et dans une fin de saison où on se disait ils ont une mauvaise phase mais ils ont beaucoup de réceptions par rapport à leurs concurrents directs sur la fin de saison dans leur calendrier. Si les mecs ils commencent à enchaîner même les défaites à domicile, alors que le stade Marcel Michelin historiquement est une forteresse imprenable, même si elle ne l'est plus depuis plusieurs années, ça me semble être bien compliqué. Quand on pensait qu'il y a 2 mois Clermont était une équipe ultra solide du top 14 et qu'on se disait derrière les 3 de devant et Bayonne, Clermont peut avoir une place dans les 6, on en est bien loin, même si au classement ils sont qu'à 4 points de Lyon qui est 5e.